Elle est rentrée vers 4 heures du matin, le mascara coulant, la robe toute froissée, sentant le parfum d'un autre mec. Laura ne se donnait même plus la peine de le cacher. Elle m'a juste regardé dans mon fauteuil, un verre de whisky à la main, et a souri d'un air suffisant. Ne me demande rien, a-t-elle dit en se débarrassant de ses talons. Je n'ai rien demandé. Mais quand elle a vu sa propre mère dans ma cuisine le lendemain matin, tenant une enveloppe Kraft et pleurant silencieusement, elle s'est effondrée. Je m'appelle Jacques Morrison, et je répare des avions. Des Cessna, des Piper, de temps en temps un jet d'affaires. C'est un boulot honnête, un boulot salissant, le genre qui se glisse sous les ongles et qui y reste. Le genre de boulot que Laura adorait chez moi, quand elle était encore une fille de province qui pensait qu'un homme aux mains calleuses, c'était sexy. C'était avant qu'elle ne devienne une avocate de choc, avant qu'elle ne commence à gagner 3 fois mon salaire. Avant qu'elle ne décide que je n'étais plus assez bien pour elle. L'enveloppe contenait des photos, une tonne de photos. Laura et Scott Brennan, son associé en droit plus que louche, au Sunset Motel sur la route 6, dans sa BMW, dans le parking de son cabinet d'avocat. Le détective privé que j'avais engagé avait fait du bon boulot, je dois le reconnaître. Jacques, je peux t'expliquer, a commencé Laura, mais je l'ai arrêté d'un geste de la main. Garde ça pour l'avocat du divorce, ai-je dit. Ta mère en a déjà vu assez. Susan Walsh, la mère de Laura, avait l'air d'avoir pris 10 ans dans la nuit. Comment as-tu pu faire ça à ta famille, a-t-elle murmuré à sa fille, à moi, aux filles. Les filles. Beth, 13 ans, et Janie, 10 ans, mes filles qui pensaient encore que leur mère était parfaite. Elles étaient à l'étage, en train de dormir, totalement inconscientes que leur monde allait s'écrouler. Le visage de Laura est passé du choc au calcul en 2 secondes à peine. C'est là que j'ai su que j'avais affaire à la vraie Laura, pas la femme que j'avais épousée il y a 15 ans, mais la prédatrice qu'elle était devenue. Tu as engagé un détective privé, a-t-elle dit, sa voix devenant froide. Tu m'as fait suivre. J'ai engagé un professionnel pour documenter ce que je soupçonnais déjà, ai-je répondu. Les relevés de cartes de crédit étaient assez clairs. Le Sunset Motel n'est pas vraiment connu pour ses conférences d'affaires. Elle s'est redressée et j'ai vu son instinct d'avocate se réveiller. C'est de la maltraitance, Jacques. Je pourrais te faire arrêter. J'ai ri, j'ai vraiment ri. Pourquoi faire? Avoir engagé un détective agréé pour te photographier dans des lieux publics? Bonne chance avec ça, maître. Sa mère pleurait toujours. Laura, ma chérie, arrête, s'il te plaît. Mais Laura ne faisait que commencer. Tu te crois si malin, n'est-ce pas, Jacques? Le héros en bleu de travail qui surprend sa femme infidèle. Eh bien, Scoop. Je prépare ça depuis des mois. J'ai mon propre avocat. J'ai des preuves de chaque centime que tu as dépensé dans cette petite enquête. Et je vais te ruiner. C'est là que j'ai souri. Vraiment souri pour la première fois depuis des mois. Tu sais quoi, Laura? J'espérais que tu dirais quelque chose comme ça. J'ai sorti mon téléphone et j'ai arrêté l'application d'enregistrement. Merci pour cette confession. Surtout la partie où tu dis que tu prépares ça depuis des mois. Mon avocat va adorer ça. Son visage est devenu blanc. Sa mère a levé les yeux de ses mouchoirs, confuse. Tu vois, ai-je continué, pendant que tu étais occupé à baiser Scott Brennan, j'étais occupé à parler à Madame Dorothy Keane, la meilleure avocate spécialisée dans les divorces dans 3 comtés à la ronde. Il se trouve que le Texas est très pointilleux sur l'infidélité, surtout quand l'un des conjoints a systématiquement dissimulé des biens et prévu de frauder l'autre. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'au comptoir de la cuisine et j'ai pris une autre enveloppe. Ce sont des copies de tes demandes de cartes de crédit secrètes. Celles que tu as remplies en utilisant mon entreprise comme garantie à mon insu. Celles que tu utilises pour financer ton petit nid d'amour avec Scott. Laura a essayé d'attraper l'enveloppe, mais je l'ai tenue hors de sa portée. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tu auras des copies quand ton avocat en aura, avec les photos, les reçus d'hôtel, et ce bel enregistrement de toi admettant des mois de préméditation. Sa mère s'est levée lentement. Je crois que je devrais y aller. Non, Suzanne, ai-je dit doucement. Tu devrais rester. Ta fille est sur le point d'apprendre ce qui arrive quand on essaie de détruire un homme qui sait comment reconstruire des moteurs à partir de zéro. Le visage de Laura était de la rage pure. Maintenant. Espèce d'idiot. Tu crois que tu peux me menacer? Je ne te menace pas, ai-je dit. Je te le promets.
Tu voulais une guerre. Tu en as une. Mais tu as fait une erreur cruciale. Laquelle? Tu as oublié que je sais comment réparer les choses qui sont cassées. Et, ma chérie, je suis sur le point de te réparer définitivement. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'à mon hangar comme si de rien n'était. Morrison Aircraft Repair s'étend sur 5 hectares de béton craquelé à la périphérie de l'aéroport régional de Millfield. Ça ne paie pas de mine. 3 bâtiments métalliques, une piste qui a connu des jours meilleurs et suffisamment de pièces de rechange pour construire une petite force aérienne. Mais c'est à moi, chaque boulon et chaque rivet. Mon équipe était déjà là. Le patron a une sale gueule, a dit Tommy Rodriguez, mon chef mécano, en même temps que j'entrais. Billy, lui, s'occupe de l'électronique, et puis y a Danny Walsh. Ouais, le cousin de Laura, même s'il travaille pour moi depuis plus longtemps que je ne suis marié à sa cousine. Le patron se sent comme une sale gueule, j'ai répondu. Mais ça va changer. J'avais passé la nuit, non pas à picoler ou à me morfondre, mais à échafauder des plans. Voyez, quand on passe sa vie à réparer des machines complexes, on finit par adopter une certaine approche face aux problèmes. On établit un diagnostic, on rassemble les outils adéquats, et on démonte méthodiquement chaque pièce jusqu'à pouvoir tout reconstruire comme il faut. Laura pensait avoir affaire à un simple garagiste de province. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait de déclarer la guerre à quelqu'un qui aborde chaque problème comme un instrument de précision. Mon téléphone a sonné. Dorothy Keane, mon avocate. Jacques, j'ai examiné tous les documents que vous m'avez envoyés. C'est du bon. Très bon. Votre femme a été négligente, et cet enregistrement d'hier soir est la cerise sur le gâteau. Quelle est la prochaine étape? Je dépose les papiers cet après-midi. Infidélité, fraude, rupture de promesse. Avec tout ça, je peux probablement vous obtenir la garde exclusive et mettre la majeure partie de votre argent à l'abri. Qu'en est-il de l'entreprise? C'est là que ça devient intéressant. Puisqu'elle a utilisé votre entreprise comme garantie à votre insu, c'est de la fraude pure et simple. Non seulement je peux protéger votre entreprise, mais je peux probablement la faire inculper si vous le souhaitez. J'ai réfléchi. Des accusations criminelles ruineraient sa carrière, sa réputation, tout ce pour quoi elle a travaillé. Gardons ça en réserve pour l'instant, ai-je dit. Je pourrais avoir de meilleures utilisations. Après avoir raccroché, Danny s'est approché. Il avait l'air mal à l'aise. Jacques, j'ai entendu parler de, tu sais, l'histoire avec Laura. Son cousin a été bavard. J'ai répondu, écoute, mec, la famille, c'est la famille. Mais ce qu'elle a fait, c'est vraiment dégueulasse. Je voulais juste que tu saches, quoi qu'il arrive, je ne prends pas parti. Je travaille pour toi, et tu as toujours été correct avec moi. Je lui ai tapoté l'épaule. J'apprécie, Danny, mais il ne s'agit pas de prendre parti. Il s'agit de ce qui va se passer ensuite. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de Beth, ma fille aînée. Elle pleurait. Papa, maman dit que tu essaies de nous voler. Elle dit que tu as engagé des méchants pour l'espionner. Mon cœur s'est serré. Chérie, ce n'est pas vrai. J'ai engagé quelqu'un pour découvrir pourquoi maman rentrait si tard. Je n'essaierai jamais de te voler à qui que ce soit. Mais maman dit que tu vas essayer de nous enlever. Beth, écoute-moi. Je t'aime, toi et Janie, plus que tout au monde. Tout ce que je veux, c'est que vous soyez en sécurité et heureuse. Tu peux me faire confiance là-dessus? Je crois. Bien. Maintenant, j'ai besoin de te demander quelque chose et je veux que tu me dises la vérité. Est-ce que ta mère a ramené quelqu'un à la maison quand je ne suis pas là? Silence. Beth, je ne suis pas censé le dire. Chérie, tu n'auras pas d'ennui. J'ai juste besoin de savoir. Il y a un monsieur. Il vient parfois quand tu es au travail. Maman a dit qu'il l'aidait pour des trucs de boulot. Mais il monte beaucoup en haut. J'ai fermé les yeux. Comment s'appelle-t-il? Scott. Il a une super belle voiture. D'accord, chérie. Merci de m'avoir dit la vérité. Tu n'auras pas d'ennui. Et ce n'est pas de ta faute, d'accord? Après avoir raccroché, je suis resté assis dans mon bureau pendant un long moment, juste à fixer le mur. Laura ne s'était pas contentée de me tromper. Elle le faisait dans notre maison, devant nos enfants. Elle les avait impliqués dans son mensonge. Ça changeait tout.
J'ai repris mon téléphone et j'ai rappelé Dorothy. J'ai changé d'avis concernant ces accusations criminelles, ai-je dit. Que s'est-il passé? Elle l'a ramené à la maison devant les enfants. Dorothy est restée silencieuse pendant une seconde. C'est carrément de la mise en danger d'enfants. Tout dépend de comment on le voit. Exposer des enfants à des situations d'adultes, rendre leur foyer dangereux. Voyez ça comme vous voulez. Je veux qu'elle soit détruite, Jacques. Vous êtes sûr? Une fois qu'on aura commencé, je suis sûr. Elle a impliqué nos enfants là-dedans. Maintenant, c'est personnel. Ce soir-là, Laura est rentrée tard, une fois de plus. Elle est entrée dans le salon, où je regardais la télé avec Janie. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit. Janie, monte faire tes devoirs, ai-je dit. Après le départ de notre fille, Laura s'est assise en face de moi. Elle avait l'air fatiguée. Plus vieille, d'une certaine manière. J'ai parlé à mon avocat aujourd'hui, a-t-elle dit. Tant mieux pour toi. Il dit que tu te comportes comme un crétin. Que tu essaies de me ruiner juste parce que tu n'arrives pas à accepter que j'ai trouvé quelqu'un de mieux. J'ai coupé le son de la télé et je l'ai regardé. Vraiment regardé. Quand était-elle devenue cette étrangère? Mieux, ai-je dit. Scott Brennan. Le type qui a été marié 3 fois et qui a des problèmes de jeu. Son visage a changé. Il n'a pas de problème de jeu, 50 000 $ de dette au Riverside Casino disent le contraire. Mon détective a été très minutieux. Elle s'est levée brusquement. Tu l'as fait enquêter, lui aussi, Laura? J'ai fait enquêter sur tout. Ton petit ami, ton argent, où tu allais, tes appels téléphoniques, tout. Tu croyais vraiment que j'allais me lancer là-dedans sans savoir ce qui se passait? Tu es malade, a-t-elle dit. C'est de la folie. Non, dis-je en me levant pour la faire face. C'est de l'intelligence. Il y a une différence. Tu veux jouer les durs, très bien. Mais ne fais pas l'étonner quand quelqu'un sait réellement jouer. Elle m'a fixé longuement. Je ne sais plus qui tu es. C'est marrant, dis-je. Je me disais la même chose à ton sujet. Les jours suivants furent un bordel de paperasse juridique. Et de préparatifs. Dorothy a déposé nos premières pièces, et l'avocat de Laura, un ponte venu de Dallas, a répondu par une plainte qui était une blague. Il prétendait que j'étais émotionnellement violent, que je contrôlais son argent et que j'avais fait de notre maison un endroit invivable. C'est normal, expliqua Dorothy. Ils essaient de brouiller les pistes, de faire croire que vous êtes tous les deux en faute. Est-ce que ça marchera? Pas avec ceux que nous avons, mais ça me dit qu'ils sont inquiets. Ils ont raison de l'être. J'étais au hangar jeudi matin quand mon téléphone a sonné. C'était mon vieil ami Mike Patterson. On était potes depuis le lycée, et il travaillait comme directeur à la First National Bank. La même banque où Laura avait ses cartes de crédit secrètes. Jacques, je ne devrais probablement pas t'appeler pour ça, mais je pensais que tu devais le savoir. Laura est venue hier avec un type qui essayait d'accéder à tes comptes professionnels. Qu'est-ce que tu leur as dit? Je leur ai dit qu'il fallait ta signature pour toute modification. Elle s'est sacrément énervée à ce sujet. Elle a dit qu'elle était ta femme et qu'elle avait tous les droits sur l'argent. Et le type? Un louche en costard qui coûte bonbon. Il n'arrêtait pas d'essayer de me faire peur, parlant d'actions légales et de règles bancaires. Je lui ai dit de voir ça avec nos avocats. Merci de l'info, Mike. Il y a autre chose. Elle a aussi essayé d'obtenir des informations sur tes comptes personnels. Comme je ne voulais pas lui en donner, elle a menacé de transférer toutes ses affaires à la Millfield Community Bank. J'ai ri. Qu'il se débrouille avec ses dettes. Après avoir raccroché, j'ai réalisé que Laura était au pied du mur. Tant mieux. Les gens aux abois font des conneries. Cet après-midi-là, j'ai eu une surprise. Scott Brennan, debout dans mon hangar comme s'il était chez lui. Il faut qu'on parle, dit-il. Tommy et Bill ont arrêté ce qu'ils faisaient et m'ont regardé. J'ai fait un signe de tête vers le bureau. 5 minutes, dis-je. Scott m'a suivi et a fermé la porte. De près, il était plus petit que je ne le pensais. Peut-être 1,75 m. Mou du ventre, et avec ce bronzage artificiel qui crie l'insécurité. Ça suffit, dit-il. Ah bon? Laura est une bonne femme. Elle ne mérite pas ce que tu lui fais. Je me suis adossé à ma chaise, en l'évaluant.
Qu'est-ce que tu crois que je lui fais, exactement? L'enquête, les menaces, essayer de monter ses enfants contre elle. C'est de la maltraitance. De la maltraitance? Je me suis levé lentement. Scott a reculé d'un pas. Laisse-moi te dire ce que c'est, la maltraitance, Scott. La maltraitance, c'est coucher avec une femme mariée dans le lit de son mari. La maltraitance, c'est faire mentir ses enfants pour couvrir votre liaison. La maltraitance, c'est l'aider à commettre une fraude contre les affaires de son mari. Je n'ai jamais. Tu n'as jamais quoi? Aider à remplir ses demandes de carte de crédit? Aider à cacher les relevés? Aider à planifier le pillage de mes comptes avant qu'elle ne demande le divorce? Son visage est devenu blanc. Je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau et en ai sorti un dossier. Ce sont des copies des reçus d'hôtel. Tes cartes de crédit, Scott. Les mêmes nuits où Laura me disait qu'elle travaillait tard. Les mêmes nuits où elle disait aux enfants qu'elle était à des séminaires de formation continue. J'ai feuilleté les papiers. Le Sunset Motel, le Holiday Inn, le Marriott Downtown. Ce qui est marrant avec les caméras de sécurité des hôtels, c'est qu'elles conservent les enregistrements pendant des mois. Scott s'est assis lourdement. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu comprennes quelque chose. Laura pense qu'elle joue aux échecs, mais elle joue avec de la dynamite. Et toi, Scott, tu es juste à côté de la mèche. Tu me menaces? Je t'instruis. Tu vois, Laura a dit à tout le monde que je ne suis qu'un simple mécano qui ne comprend rien au monde. Mais voici ce qu'elle a oublié. Je comprends comment les choses se cassent. Et, mon frère, toi et Laura êtes sur le point de vous casser d'une manière que vous n'imaginez même pas. Scott s'est levé brusquement. Je devrais y aller. Oui, tu devrais. Mais Scott. Il s'est retourné. La prochaine fois que tu veux me parler, appelle avant. C'est un hangar où l'on travaille et on n'aime pas les interruptions. Après son départ, Tommy est entré dans le bureau. Patron, tu veux qu'on surveille ce type? Pas besoin. Il a peur. Les gens qui ont peur ne causent pas de problème. Ils font des erreurs. Ce soir-là, j'étais en train de dîner avec les filles quand Laura est rentrée. Elle avait l'air furieuse. Il faut qu'on parle. Tout de suite. Nous sommes en train de dîner, dis-je. Les filles peuvent manger en haut. Non, dis-je, fermement. Les filles peuvent finir leur dîner à table comme des personnes civilisées. Si tu veux parler, tu peux attendre. Laura est restée là une seconde, visiblement sur le point de se disputer, mais ne voulant pas faire une scène devant les enfants. Elle s'est assise à l'extrémité de la table. Comment s'est passée l'école aujourd'hui, demandai-je à Beth. Bien. On fait un projet sur l'histoire de la famille. Ça a l'air intéressant. Je dois interviewer des membres de ma famille sur leur boulot, tout ça. Est-ce que je peux t'interviewer sur la réparation d'avions? Bien sûr, ma chérie. Laura s'éclaircit la gorge, fort. Beth, tu devrais peut-être interviewer quelqu'un qui a une carrière plus professionnelle. Silence à table. Beth a l'air perdue. Qu'est-ce que tu veux dire, maman? Je veux dire quelqu'un avec un diplôme. Quelqu'un qui travaille dans un bureau. J'ai senti ma mâchoire se serrer, mais j'ai gardé mon calme. Ton père a 2 DUT et dirige sa propre entreprise, Beth. C'est suffisamment professionnel. Ce n'est pas la même chose, dit Laura. Tu as raison, dis-je. C'est mieux. Je crée réellement de la valeur au lieu de me contenter de brasser du vent. Papa, dit Janie doucement. Pourquoi est-ce que toi et maman vous disputez tout le temps maintenant? Laura et moi nous sommes regardés à travers la table. L'espace d'une seconde, j'ai aperçu un éclair de la femme que j'avais épousée, quelqu'un qui se souciait plus de ses enfants que de son ego. On ne se dispute pas, ma puce, dit Laura. On discute, c'est tout. On dirait que vous vous disputez, dit Beth. J'ai tendu la main pour lui serrer la sienne. Parfois, les adultes ont des désaccords, mais ça ne veut pas dire qu'on ne vous aime pas, vous les filles. Est-ce que tu aimes encore maman? Demanda Janie. J'ai regardé Laura. Elle fixait son assiette. J'aime la maman que vous connaissez, vous les filles, dis-je finalement. Celle qui vous lit des histoires au coucher et qui fait des crêpes le samedi matin. Laura leva les yeux vers moi et, l'espace d'une seconde, il m'a semblé voir des larmes dans ses yeux. Puis son téléphone a vibré.
Elle l'a regardé et ce qu'elle a vu a immédiatement durci son visage. Je dois répondre, dit-elle en se levant. Elle est allée dans la cuisine et je l'ai entendue parler à voix basse, avec un ton urgent. C'est Scott, dit Beth doucement. Comment tu le sais? Elle parle toujours différemment quand c'est lui. On dirait qu'elle essaie d'être plus jolie. La vérité sort de la bouche des enfants. Quand Laura est revenue, elle m'a regardé avec une haine pure. Tu te crois si malin, dit-elle. Les filles nous regardaient, les yeux grands ouverts. Les filles, montez en haut, dis-je. Mais on n'a pas fini de manger. Allez-y maintenant. Après leur départ, Laura se pencha en avant. Scott m'a raconté votre petite conversation d'aujourd'hui. Ah bon? Tu ne peux pas nous intimider, Jack. On ne recule pas. Tant mieux, dis-je. Je détesterais que ce soit trop facile. Elle m'a fixé longuement, puis a secoué la tête. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé. Tu étais quelqu'un de bien, avant. Avant, j'étais quelqu'un de confiant, répondis-je. Il y a une différence. Vendredi soir, j'étais au bar de Murphy avec mon équipe. Le genre d'endroit où les mécanos et les ouvriers du bâtiment vont boire une bière et se plaindre de leur vie. Le genre d'endroit que Laura a toujours dit être en dessous de nous. J'étais en train de siroter ma deuxième bière quand Mike Patterson est entré avec deux gars que j'ai reconnus, Jim Walsh et Steve Morrison, de vieux amis du lycée. On était inséparables avant, tous les quatre, mais les choses s'étaient compliquées au fil des ans. Mike a tiré une chaise, mais Jim et Steve sont restés en retrait. Les gars, dit Mike, il faut qu'on parle. Tommy et Bill m'ont regardé. J'ai hoché la tête et ils sont allés au bar. Qu'est-ce qui se passe, demandai-je. Jim a fini par s'approcher, mais il ne s'est pas assis. Jack, on est amis depuis 20 ans. Pas vrai? Ne commence pas comme ça. Tu vois ce que je veux dire. Steve nous a rejoints, avec un air mal à l'aise. Écoute, mec, on a entendu parler de ce qui se passe avec Laura. Et on pense que tu devrais laisser tomber, dit Jim. J'ai posé ma bière et je les ai regardés. Vraiment regardés. Laisser tomber? Elle passe à autre chose, dit Steve. Peut-être que tu devrais faire pareil. Passer à autre chose, ai-je répété, lentement. Avec mon argent, ma maison et mes enfants? Ça ne doit pas être moche, dit Mike. Les gens divorcent tout le temps. Les gens divorcent, dis-je. Ils ne commettent pas de fraude en même temps, en général. Jim s'est agité. C'est une affaire entre toi et tes avocats. Vraiment? Parce qu'on dirait que vous trois avez déjà décidé comment ça va se passer. Steve s'est penché en avant. Jack, Laura est une bonne femme. Elle a fait une erreur. Mais... Arrête. J'ai levé la main. Arrêtez tout de suite. Je me suis levé lentement. Le bar était devenu silencieux et je sentais les regards sur moi. Que je sois bien clair. Ma femme depuis 15 ans me trompe depuis des mois. Elle vole dans mon entreprise. Elle amène son amant devant mes enfants. Et vous trois vous pensez que je devrais simplement laisser tomber? On pense que tu devrais être plus grand que ça, dit Jim. Plus grand que ça? J'ai ri, mais ce n'était pas drôle. Vous savez ce que ferait quelqu'un de plus grand, Jim? Il partirait, la laisserait tout prendre et recommencerait ailleurs. C'est ce que tu es en train de dire? On dit que tu devrais arrêter d'essayer de la détruire, dit Steve. C'est là que j'ai compris. Elle vous a eu. Mike a détourné le regard. Ce n'est pas ça. Non. Alors, c'est quoi? Parce que 3 de mes plus vieux amis ne se pointent pas pour me faire la leçon sur le fait d'être vindicatif à moins que quelqu'un ne leur ait parlé. Jim s'est assis lourdement. Elle nous a appelés. D'accord. Elle a peur, Jack. Elle dit que tu n'es plus l'homme qu'elle a épousé, que tu es devenu obsessionnel et menaçant. Et vous l'avez cru. On connaît Laura depuis 15 ans, nous aussi, dit Steve. Ce n'est pas un monstre. J'ai balayé du regard cette table où étaient assis ceux que j'avais pris pour des frères, ceux pour qui j'avais été témoin à leur mariage, que j'avais aidé à traverser des divorces, des pertes d'emploi et des problèmes familiaux. Vous savez quoi? Dis-je. Tu as raison. Laura n'est pas un monstre. C'est pire que ça. C'est une manipulatrice. Et elle est plus douée que je ne le pensais. Jack, commença Mike. Non, laissez-moi finir.
Elle prépare ça depuis des mois. Elle me vole, elle ment à nos enfants, et elle fait tout pour me faire passer pour le méchant. Et maintenant, elle a convaincu mes 3 meilleurs amis que le problème, c'est moi. J'ai pris ma bière et je l'ai finie. Mais voilà ce qu'elle n'a pas prévu. Je n'ai pas besoin que vous approuviez ce que je fais. Je n'ai pas besoin de votre approbation ni de votre amitié. J'ai besoin de justice. Et je l'obtiendrai, avec ou sans vous. Jim se leva. Si c'est comme ça que tu le veux. C'est elle qui a fait en sorte que ça le soit, répondis-je. Steve secoua la tête. Ça va mal finir pour tout le monde. C'est déjà le cas, dis-je. La question est de savoir si ça finit mal pour moi ou mal pour ceux qui m'ont trahi. Après leur départ, Tommy et Bill revinrent à la table. Grosse soirée, patron, demanda Tommy. Ça s'arrange de minute en minute, dis-je. Vous voulez qu'on aille leur dire 2 mots à ces types, demanda Bill. Non. Ils ont fait leur choix. Mais je veux que vous sachiez tous les deux, quoi qu'il arrive dans les prochaines semaines, ça pourrait dégénérer. Si vous voulez prendre vos distances avec moi, je comprendrai. Tommy renifla. Patron, vous m'avez donné un boulot quand personne d'autre ne voulait de moi. Vous m'avez aidé à m'en sortir. Vous avez été là pour moi quand ma femme m'a quitté. Ces mecs en costard, ils ne vous connaissent pas comme nous. Bill acquiesça. En plus, on dirait que votre femme a besoin de comprendre ce qui arrive quand on s'en prend à la famille. Vous n'êtes pas ma famille, dis-je. Vous êtes des employés. C'est pareil, dit Tommy. On vous couvre. J'ai regardé ces 2 gars, un ancien toxico et un décrocheur scolaire, et j'ai réalisé qu'ils avaient plus de loyauté dans le petit doigt que mes plus vieux amis dans tout leur corps. Merci, dis-je. Mais ce que vous préparez, ce ne sera pas joli, dit Bill. Le joli, c'est surfait. Cette nuit-là, je suis resté allongé dans mon lit à fixer le plafond. Laura était en bas, sur le canapé. On n'avait pas partagé le même lit depuis la nuit où je l'avais confrontée. Je l'entendais au téléphone, sûrement avec Scott, à préparer leur prochain coup. Mon téléphone vibra. Un texto de Jim. Il n'est pas trop tard pour arranger ça. Je l'ai supprimé. Un autre texto, celui-ci de Steve. Pense à tes filles. J'y pensais à mes filles. Je pensais au genre de monde que je leur laissais, au genre de leçons que je leur donnais sur le fait de se défendre et d'exiger le respect. Je pensais au projet de Beth sur l'histoire de la famille et à ce qu'elle dirait de son père. Dirait-elle qu'il était un homme qui s'est battu pour sa famille ou un homme qui s'est écrasé et qui a laissé les autres lui marcher dessus? Je pensais à la question de Janie. Est-ce que tu aimes encore maman? La vérité était compliquée. J'aimais la femme que Laura était. J'aimais la mère qu'elle pouvait encore être quand elle oubliait d'être calculatrice et manipulatrice. Mais la femme en bas, qui chuchotait des mots doux à son amant pendant que son mari était seul en haut. Cette femme était une étrangère, et les étrangers n'ont pas droit au bénéfice du doute. Mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était Dorothy. Tu n'arrives pas à dormir non plus? Trop de choses à penser. J'ai répondu. Bonne nouvelle. J'ai eu une copie de la déclaration financière de Laura. Elle a caché plus de choses qu'on ne le pensait. Combien de plus? Appelle-moi demain matin. Ça va te plaire. J'ai posé le téléphone et j'ai fermé les yeux. Demain, la vraie guerre commence. Le bureau de Dorothy était en centre-ville, dans un de ces vieux bâtiments qui étaient autrefois un grand magasin, maintenant rempli de bureaux. Elle s'occupait de divorces compliqués, de ceux où les gens se battaient pour des millions, pas seulement des milliers. Je fais ça depuis 23 ans, dit-elle en étalant des papiers sur sa table de conférence, et je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi stupide pour cacher des choses. Elle me tendit un dossier épais. Ta femme n'a pas chômé. 3 cartes de crédit, 2 comptes bancaires et un coffre-fort. Le tout sous son nom de jeune fille. Je feuilletai les papiers. Notes d'hôtel, bijoux, retrait d'espèces. Des milliers que je n'ai jamais vus. Comment elle a cru qu'elle s'en tirerait? Elle a probablement pensé que tu te laisserais faire et que tu prendrais ce qu'elle te proposerait. La plupart des mecs le font, surtout avec des enfants. Dorothy sortit un autre dossier. Mais c'est là que ça devient intéressant. Elle a transféré de l'argent sur un compte au nom de Scott Brennan. C'est techniquement du blanchiment d'argent. Du blanchiment d'argent? Elle utilise de faux crédits pour alimenter un compte au nom de quelqu'un d'autre afin de te dissimuler des biens.
Au Texas, c'est un crime. Je me suis adossé. Quelles sont mes options? On peut porter plainte, ce qui la conduirait probablement en prison pour 2 à 5 ans. On peut s'en servir pour obtenir tout ce que tu veux dans le divorce. Ou les deux. Qu'est-ce que tu en penses? Dorothy s'est penchée en avant. Honnêtement? Je pense qu'elle continuera à pousser jusqu'à ce que tu l'arrêtes. Les gens comme Laura ne reculent pas. Ils redoublent d'efforts. Et alors? Alors, il faut la détruire tellement complètement qu'elle ne retente plus jamais un truc pareil. J'ai pensé à parler à Jim, Mike et Steve. À la facilité avec laquelle Laura avait monté mes plus vieux amis contre moi. Au fait qu'elle faisait probablement la même chose avec tous ceux qu'on connaissait. Fais-le, ai-je dit. Plainte au pénal, tout. Je veux qu'elle sache qu'il y a des conséquences. Dorothy a acquiescé. Il me faudra quelques jours pour tout mettre en place. En attendant, prépare-toi à ce qu'elle riposte. Quand les gens comme Laura sont acculés, ils se débattent. Elle avait raison. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de l'école de Beth. Le directeur voulait me voir au plus vite. Madame Henderson était une femme sévère d'une 50aine d'années, habituée à traiter avec des parents difficiles. Elle avait l'air mal à l'aise quand je suis entré. Monsieur Morrison, nous devons parler de Beth. Qu'est-ce qu'elle a? Votre femme est venue ce matin avec de graves accusations concernant votre comportement à la maison. Mon estomac s'est noué. Quel genre d'accusation? Elle dit que vous buvez beaucoup, que vous êtes verbalement violent avec elle et les enfants, et qu'elle s'inquiète pour leur sécurité. Ce n'est pas vrai. Elle avait l'air très bouleversée. Elle pleurait, disait que vous aviez changé, que vous n'êtes plus l'homme qu'elle a épousé. J'ai fermé les yeux. Madame Henderson, Laura vous a-t-elle donné des preuves? Des témoins, quelque chose d'écrit? Eh bien, non, mais... A-t-elle appelé la police? Contacté les services sociaux? Emmené les enfants chez un médecin ou un psychologue? Madame Henderson avait l'air mal à l'aise. Non, mais ça ne veut pas dire que... Ça veut dire qu'elle ment. Je me suis penché en avant. Madame Henderson, je traverse un divorce difficile. Ma femme a une liaison, et j'ai la preuve qu'elle a volé de l'argent à mon entreprise. Elle est désespérée, elle essaie de me faire passer pour le méchant. C'est une accusation très grave, M. Morrison. Oui, c'en est une. Et je peux le prouver. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Dorothy. Tu peux envoyer des copies de l'affaire de fraude à l'école de Beth? Ils doivent savoir ce qui se passe. Après que j'ai raccroché, Madame Henderson m'a regardé différemment. Monsieur Morrison, si ce que vous dites est vrai. Ça l'est. Et je parie que ce n'est que le début. Ma femme va essayer de monter tout le monde contre moi. Amis, famille, professeurs, voisins. Elle va se faire passer pour la victime et moi pour le méchant. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Tout documenter. Chaque conversation, chaque allégation, tout. Parce que quand cette affaire ira au tribunal, je veux un compte rendu de son comportement. Ce soir-là, Laura m'attendait quand je suis rentré. Elle était dans le salon avec sa mère et son frère, Kevin Walsh, un avocat de Houston qui a toujours pensé que je n'étais pas assez bien pour sa sœur. Il faut qu'on parle, a dit Kevin. De quoi? De ton comportement. Laura nous a raconté ce qui se passait, et on s'inquiète. J'ai regardé autour de moi. Laura était assise les mains jointes, l'air d'une veuve en deuil. Sa mère essuyait ses yeux avec un mouchoir. Kevin se tenait là, les bras croisés, essayant d'avoir l'air dur. Qu'est-ce que Laura vous a raconté exactement? Que tu bois. Que tu l'as menacée, elle et son copain. Que tu as engagé des gens pour l'espionner, a dit Kevin. Tout est vrai, ai-je dit. Sauf l'histoire de l'alcool. J'ai bu 2 bières hier soir et un whisky le soir où j'ai découvert l'affaire. Difficile d'appeler ça de l'alcoolisme. Jacques, a dit Suzanne doucement. On s'inquiète pour toi. Vous avez raison, ai-je dit. L'ancien moi se serait couché et aurait laissé Laura prendre tout ce qu'elle voulait. L'ancien moi se serait soucié davantage de maintenir la paix que d'obtenir justice. Justice? Kevin a ri. Vous appelez maltraitance et intimidation justice? J'appelle documenter la fraude et l'infidélité justice.
J'appelle protéger mes enfants et mon entreprise justice. J'appelle faire en sorte que Laura paie pour ce qu'elle a fait justice. Laura a finalement pris la parole. Tu fais peur aux filles, Jacques. Beth est rentrée de l'école en pleurant parce que tu as eu une sorte de dispute avec sa directrice. J'ai eu une conversation avec sa directrice au sujet des mensonges que tu lui as racontés. Ce ne sont pas des mensonges. J'ai pris mon téléphone et j'ai appuyé sur lecture. La voix de Laura a rempli la pièce depuis ce premier matin. Eh bien, voilà une info de dernière minute. Je prépare ça depuis des mois. J'ai mon propre avocat. J'ai la preuve de chaque centime que tu as dépensé dans cette petite enquête. Et je vais te prendre jusqu'à ton dernier sou. La pièce est devenue silencieuse. Cet enregistrement a été fait légalement, dans ma propre maison. Après que Laura ait admis qu'elle préparait ça depuis des mois, j'ai dit, vous voulez entendre la partie où elle avoue sa liaison. Kevin a regardé sa sœur. Laura, tu as dit. J'ai dit ce que j'avais à dire pour me protéger, rétorqua Laura, sèchement. Jacques monte un dossier contre moi depuis des mois. Il essaie de me détruire. Non, dis-je. J'essaie de me protéger et de protéger mes enfants de quelqu'un qui ment, triche et vole systématiquement. Il y a une nuance. Suzanne se leva. Ça suffit maintenant. Vous êtes tous adultes. Vous avez des enfants à penser. Tu as raison, dis-je. J'ai des enfants à penser. C'est pourquoi je ne laisserai pas leur mère s'en tirer avec des fraudes et des infidélités. Kevin fit un pas en avant. Jacques, je vais te donner un conseil juridique gratuit. Recule. Tu es en train de monter un dossier de maltraitance contre toi-même, et Laura va s'en servir pour te dépouiller de tout ce que tu as. Kevin, à mon tour de te donner un conseil gratuit. Ta sœur va aller en prison. J'ai des preuves de fraude, de blanchiment d'argent et de faux témoignages. J'ai des enregistrements, des photos et des documents financiers. J'ai des témoins et des expertises. Je regardais autour de moi. Soit vous acceptez ça et vous essayez de minimiser les dégâts, soit vous continuez à faire comme si Laura était la victime et vous la regardez se détruire complètement. Laura bondit sur ses pieds. Sors d'ici. C'est ma maison, dis-je. Sors d'ici, Laura, dit sa mère. Je t'en prie. Non. J'en ai assez de ça, Jacques. Je veux que tu sortes de cette maison ce soir. Je souris. En fait, ça ne va pas se passer comme ça. Tu vois, cette maison est à nos deux noms, mais l'hypothèque est garantie par mon entreprise, ce qui signifie que j'ai légalement le droit d'être ici, et tu n'as pas le droit de me mettre à la porte. On verra bien, dit Kevin. Oui, on verra. D'ailleurs, on va voir beaucoup de choses à partir de lundi matin, quand je déposerai plainte au pénal contre ta sœur. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Plainte au pénal, murmura Suzanne. Fraude, blanchiment d'argent, faux témoignages et mise en danger d'enfants. Et probablement d'autres choses, en fonction de ce que mon avocat trouvera. Le visage de Laura devint livide. Tu ne peux pas faire ça. Je peux et je vais le faire. Tu voulais jouer à la dure, Laura. Félicitations. Tu vas apprendre ce que c'est vraiment, de jouer à la dure. Le lundi matin arriva comme un coup de tonnerre. J'étais au hangar de bonne heure, essayant de me concentrer sur le travail, quand mon téléphone s'est mis à sonner. D'abord Dorothy, puis la banque, puis encore l'école de Beth. Jacques, on a un problème, dit Dorothy, Laura a déposé une ordonnance restrictive d'urgence ce matin. Elle affirme que tu as menacé sa famille. C'est ridicule. Je sais que c'est ridicule. Tu sais que c'est ridicule. Mais elle a 3 témoins qui disent que tu étais agressif et menaçant lors d'une réunion de famille hier soir. Sa mère, son frère, et probablement Scott, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne peux pas rentrer chez toi, tu ne peux pas la contacter directement, et tu ne peux pas t'approcher à moins de 150 mètres d'elle ou des enfants tant qu'on n'a pas d'audience. J'ai eu l'impression que le monde basculait. Elle utilise mes propres enfants comme arme. C'est exactement ce qu'elle fait. La bonne nouvelle, c'est que les ordonnances restrictives basées sur de fausses allégations ont tendance à se retourner spectaculairement contre leurs auteurs. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on va devoir se défendre pendant quelques jours. Dans combien de temps a lieu l'audience? Jeudi matin. Je vais déposer nos preuves aujourd'hui, y compris les enregistrements et les documents financiers. Jeudi,
le juge aura une image complète de ce qui se passe réellement. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans mon bureau à fixer le mur. Laura venait de faire la plus grosse erreur de sa vie. Mais ça allait me coûter 3 jours avec mes filles. Tommy frappa à la porte. « Patron, ça va ? » « Je vais bien. Je gère juste quelques complications juridiques. On peut faire quelque chose ? » J'y ai pensé, en fait. Oui. J'ai besoin que tu notes tout ce qui se passe ici pendant les prochains jours. Chaque appel téléphonique, chaque visiteur, chaque conversation. Laura va essayer de me faire passer pour quelqu'un d'instable, alors j'ai besoin de témoins de mon comportement réel. Entendu. Cet après-midi-là, je me suis enregistré dans un motel de l'autre côté de la ville et j'ai essayé de réfléchir à la suite. Je ne pouvais pas contacter Laura ou les filles directement, mais l'ordonnance restrictive ne m'empêchait pas de rassembler des preuves. J'ai appelé le détective privé. J'ai besoin de tout ce que vous pouvez trouver sur Scott Brennan. Documents financiers, historique professionnel, casier judiciaire, procès civil, tout. Dans quel délai ? Pour mercredi soir. Ça va coûter plus cher. Je me fiche du prix. Mardi matin, j'ai reçu un appel de Mike Patterson de la banque. Jacques, j'ai pensé que vous devriez savoir. Laura est venue hier avec une ordonnance du tribunal pour essayer de geler les comptes de votre entreprise. Ça a marché ? Non. L'ordonnance restrictive ne lui donne pas accès aux actifs de votre entreprise, mais elle essaie tout ce qui lui passe par la tête. Quoi d'autre ? Elle est aussi venue avec Scott Brennan. Il demandait à être ajouté à vos comptes personnels en tant que cotitulaire. J'ai ri, j'ai vraiment ri. Elle a vraiment perdu la tête. C'est encore pire. Quand je leur ai dit non, Scott a commencé à hurler au sujet des réglementations bancaires et des droits des clients. J'ai dû appeler la sécurité. Tu as tout noté ? Absolument tout. Je me suis dit que tu voudrais un compte rendu. Mardi après-midi, j'ai eu une visite inattendue au motel. Kevin Walsh, le frère de Laura. Il avait l'air de ne pas avoir dormi. Il faut qu'on parle, a-t-il dit. Je croyais que tu étais du côté de Laura. C'était le cas. Jusqu'à ce que je fasse mes propres recherches. Il s'est affalé sur la seule chaise de la chambre de motel. Jacques, je suis avocat depuis 15 ans. J'en ai vu des divorces pourris. Mais ce que fait Laura, ce n'est pas juste pourri. C'est criminel. Je n'ai cessé d'essayer de te le dire. Je sais. Je ne voulais pas y croire. C'est ma sœur, tu sais ? Mais quand j'ai commencé à examiner les relevés financiers qu'elle m'a donnés, il a secoué la tête. Elle ment à tout le monde, y compris à sa propre famille. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ? J'ai trouvé le coffre-fort. Celui avec 50 000 $ en liquide et des reçus de bijoux datant de 6 mois. Kevin a sorti un dossier. Elle vide systématiquement tes comptes et les dissimule. La fraude à la carte de crédit n'est que la partie émergée de l'iceberg. J'ai parcouru les papiers. C'était pire que je ne l'imaginais. Pourquoi tu me racontes ça ? Parce que j'ai des enfants, moi aussi. Et ce qu'elle fait à Beth et Janie, ce n'est pas juste. Elle ne mérite pas de se retrouver mêlée à ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je veux que tu lui donnes une dernière chance de tout avouer et de régler ça discrètement. Si elle ne la saisit pas, je témoignerai contre elle. Je l'ai dévisagée. Tu témoignerais contre ta propre sœur ? Je témoignerai pour la vérité. C'est différent. Mercredi soir, le détective privé a appelé avec son rapport sur Scott Brennan. Ce type est un sacré numéro, a-t-il dit. 3 divorces, 2 faillites et une passion pour le jeu qui lui a valu d'être banni de la moitié des casinos de Louisiane. Quoi d'autre ? Il fait aussi l'objet d'une plainte pour faute professionnelle d'un ancien client. Apparemment, il couchait avec la femme du client tout en représentant le mari dans leur divorce. Tu plaisantes. Ce n'est pas tout. La femme du client volait aussi dans l'entreprise de son mari pour financer les dettes de jeu de Scott. Je me suis assis lentement. Tu es en train de me dire que Scott a déjà fait ça avant. Je te dis que Scott Brennan a l'habitude de séduire des femmes mariées et de les aider à escroquer leur mari. Ta femme n'est pas sa première victime. C'est sa dernière proie. Jeudi matin, je suis entré au tribunal avec l'impression de porter de la dynamite. Dorothy m'attendait au contrôle de sécurité. Prêt pour ça, a-t-elle demandé.
Je suis prêt depuis des semaines. L'audience avait lieu dans la salle d'audience du juge Martinez. Elle était connue comme un juge sévère et pragmatique qui ne tolérait ni les jeux ni les effets de manche. Laura était déjà là avec son avocat, affichant une mine de victime comme il faut. Scott était assis dans la galerie, essayant d'avoir l'air de la soutenir. Kevin était assis du côté opposé, ce qui a semé la confusion chez tout le monde sauf chez moi. Votre honneur, a commencé l'avocat de Laura. Ma cliente craint pour sa sécurité et celle de ses enfants. M. Morrison est devenu de plus en plus instable et menaçant depuis qu'il a appris sa décision de mettre fin à leur mariage. Le juge Martinez a regardé le dossier. M. Morrison, comment répondez-vous à ces allégations? Dorothy s'est levée. Votre honneur, nous avons de nombreuses preuves que les allégations de Madame Morrison sont non seulement fausses, mais qu'elles s'inscrivent dans une campagne systématique visant à escroquer mon client et à manipuler cette procédure. C'est une accusation grave, maître. Oui, votre honneur. Nous avons des enregistrements, des documents financiers et des témoignages qui brossent un tableau très différent de cette situation. Pendant l'heure qui a suivi, Dorothy a méthodiquement démoli le dossier de Laura. Les enregistrements, les preuves financières, les témoignages de responsables bancaires et d'administrateurs scolaires. À la fin, Laura avait l'air de vouloir disparaître. Madame Morrison, a déclaré le juge Martinez, avez-vous une réponse à ces preuves? L'avocat de Laura lui a chuchoté quelque chose. Elle a secoué la tête. Votre honneur, ma cliente maintient qu'elle agissait en état de légitime défense contre un mari de plus en plus instable. Le juge Martinez a regardé Laura directement. Madame Morrison, êtes-vous consciente que le fait de déposer de fausses allégations dans une requête en ordonnance restrictive constitue un parjure? J'avais peur, votre honneur. Aviez-vous peur lorsque vous avez ouvert des cartes de crédit au nom de votre mari à son insu? Silence. Aviez-vous peur lorsque vous avez transféré des biens matrimoniaux sur des comptes au nom d'une autre personne? Encore le silence. Le juge Martinez a refermé le dossier. Je rejette immédiatement cette ordonnance restrictive, Madame Morrison. Je renvoie également cette affaire au bureau du procureur de district pour enquête sur d'éventuelles accusations criminelles. Le visage de Laura est devenu blanc. De plus, je prononce une ordonnance de garde provisoire accordant à Monsieur Morrison la garde principale des enfants mineurs, en attendant une enquête approfondie sur l'aptitude de Madame Morrison en tant que parent. Laura s'est levée rapidement. Votre honneur, vous ne pouvez pas. Je peux. Et je le fais. Madame Morrison, vous avez systématiquement menti à ce tribunal, à l'école de vos enfants, et apparemment à tous les autres dans votre vie. Tant qu'on n'aura pas déterminé toute l'étendue de votre tromperie, je ne suis pas à l'aise de laisser ces enfants sous votre garde exclusive. En quittant le palais de justice, Laura pleurait dans le couloir. Scott était introuvable. Apparemment, il s'était éclipsé pendant le témoignage concernant son passé. Kevin m'a abordé à l'extérieur. Jacques, je suis désolé. Pour tout ça. Tu as fait ce qu'il fallait, au final. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, Laura va devoir assumer les conséquences de ses choix, et moi, je vais essayer de reconstruire ma famille. Ce soir-là, je suis allé chercher Beth et Janie chez la mère de Laura. Elles étaient perdues et effrayées, mais elles étaient en sécurité. Papa, est-ce que maman va aller en prison? A demandé Janie. Je ne sais pas, ma chérie. Mais quoi qu'il arrive, toi et Beth, tout ira bien pour vous. Est-ce que toi et maman vous allez divorcer? Oui, nous allons divorcer. C'est à cause de Scott? J'ai regardé ma fille si intelligente et perspicace qui avait observé tout ce bazar se dérouler. C'est parce que ta mère a fait de très mauvais choix. Et maintenant, elle doit en assumer les conséquences. Cette nuit-là, après que les filles se soient endormies, je me suis assis sur ma terrasse avec une bière et j'ai repensé à ces dernières semaines. Laura avait essayé de me détruire et, à la place, s'était détruite elle-même. Mes plus vieux amis m'avaient abandonné, mais j'avais appris qui étaient mes vrais amis. Plus important encore, j'avais appris quelque chose sur moi-même. Je n'étais pas la bonne poire que Laura pensait que j'étais. Quand quelqu'un essayait de détruire ma famille et mes moyens de subsistance, je pouvais me battre. Et je pouvais gagner. Mon téléphone a vibré. Un texto provenant d'un numéro que je ne connaissais pas. Tu crois que tu as gagné, mais ce n'est pas fini. J'ai effacé le message et éteint mon téléphone.
Demain, je commencerai à remettre de l'ordre dans ma vie. Ce soir, je voulais juste m'asseoir et profiter du calme. Mais alors que j'étais assis là, le silence ne me faisait pas de bien. C'était comme si quelque chose clochait. Laura n'était pas du genre à abandonner. Et Scott Brennan avait trop à perdre pour simplement disparaître. Ce n'était pas fini. Ça ne faisait que commencer. Vendredi matin, j'ai appris une nouvelle que j'aurais dû voir venir, mais que je n'avais pas vu venir, allez savoir pourquoi. Dorothy a appelé à 7 heures du matin. Jacques, on a un problème. Laura et Scott ont disparu la nuit dernière. J'étais en train de préparer le petit déjeuner pour les filles, essayant de revenir à la normale. Qu'est-ce que tu veux dire, disparu? Je veux dire qu'ils sont partis. Laura a vidé ses comptes bancaires, Scott a démissionné de son travail, et ils se sont volatilisés. J'ai posé la spatule. Avec quel argent? On a gelé ses comptes. Elle avait du liquide qu'on ne connaissait pas. Tu te souviens du coffre-fort que Kevin avait trouvé? Apparemment, il y en avait d'autres. Beth est entrée dans la cuisine, déjà habillée pour l'école. Qui c'était, papa? Des trucs de travail. Ma chérie, va réveiller ta sœur. Après le départ de Beth, j'ai continué à parler à Dorothy. De combien on parle? Peut-être 100 000, peut-être plus. Assez pour disparaître un certain temps. Et les accusations? Elles tiennent toujours. Mais c'est difficile d'accuser des gens qu'on ne trouve pas. J'ai repensé à ce texto d'hier soir. Dorothy, je crois qu'il prépare quelque chose. Laura n'est pas du genre à simplement prendre la fuite. Il prépare quoi? Je ne sais pas. Mais elle m'a envoyé un texto hier soir disant que ce n'était pas fini. Jacques, appelle la police et signale ce message. Si elle profère des menaces. Ce n'était pas vraiment une menace, juste une affirmation. Quand même, documente tout, juste au cas où il préparait quelque chose. Après avoir raccroché, j'ai appelé Tommy au hangar. J'ai besoin que toi et Bill vous surveilliez les choses aujourd'hui. Laura et son copain ont pris la poudre d'escampette, et j'ai peur qu'ils ne fassent une bêtise. Du genre? Le genre de bêtise qui impliquerait mon entreprise ou ma maison. Soyez prudents, d'accord? Compris, patron. J'ai déposé les filles à l'école et je suis allé au hangar. Tout avait l'air normal. Trop normal. J'avais l'impression que quelque chose n'allait pas, mais je n'arrivais pas à comprendre quoi. Vers midi, j'ai reçu un appel de l'école de Beth. Monsieur Morrison, ici Madame Henderson. Quelqu'un a appelé ce matin, s'est fait passer pour votre femme, et voulait venir chercher les filles plus tôt pour un rendez-vous chez le médecin. J'ai eu un coup de sang. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit qu'on ne pouvait pas laisser partir les enfants sans une autorisation écrite de votre part. Mais j'ai pensé que vous deviez être au courant. Merci. J'arrive chercher les filles maintenant, Madame Henderson. Est-ce que je dois appeler la police? Pas encore. Mais ne laissez personne approcher mes filles à part moi. J'étais à mi-chemin de l'école quand Tommy a appelé. Patron, faut venir ici tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Viens, c'est tout. J'ai rappelé l'école. Madame Henderson. J'envoie mon chef mécanicien chercher les filles. Il s'appelle Tommy Rodriguez, et je vais vous faxer une autorisation dans les 10 prochaines minutes. Quand je suis arrivé au hangar, j'ai compris pourquoi Tommy avait l'air si paniqué. L'endroit était envahi par les fédéraux. Monsieur Morrison. Une femme en tailleur sombre s'est approchée de moi. Je suis l'agent Sarah Collins, de la DEA. Il faut qu'on parle. À propos de quoi? À propos des 25 kilos de coke qu'on a trouvés cachés dans un de vos avions. Je l'ai fixé du regard. C'est impossible. Vraiment? Parce qu'on a reçu un tuyau anonyme selon lequel vous utilisez votre atelier de réparation pour faire passer des pilules en provenance du Mexique. Laura, cette femme folle, intelligente et vengeresse, avait planqué des pilules dans mon hangar et balancé les fédéraux. Agent Collins, je veux appeler mon avocat. C'est votre droit. Mais je dois vous dire qu'on a aussi la preuve que vous avez fait de gros dépôts d'espèces sur différents comptes bancaires ces 6 derniers mois. L'argent que Laura avait volé est caché. Elle avait tout manigancé pour faire croire que c'était moi qui baladais le fric. Je n'ai mis de l'argent sur aucun compte. Les relevés bancaires disent le contraire. J'ai fermé les yeux.
Laura n'avait pas juste pris la poudre d'escampette. Elle avait laissé un piège qui pouvait me détruire. Dorothy est arrivée 1 heure plus tard, l'air inquiet. Jacques, c'est grave. Très grave. Elle m'a piégé. Je sais qu'elle t'a piégé, mais le prouver, ça va être coton. La DEA a des relevés bancaires qui montrent des dépôts d'espèces à ton nom. Ils ont trouvé des pilules cachées dans ton avion. Et ils ont reçu un tuyau anonyme hier matin, avant sa disparition. Avant sa disparition. Ce qui veut dire qu'elle a tout planifié. L'agent Collins s'est approché de nous. Monsieur Morrison, nous sommes disposés à vous faire une offre. Une coopération totale contre une peine allégée. Une peine allégée pourquoi? Je n'ai rien fait. Les preuves disent le contraire. Dorothy s'est interposée. Agent Collins, mon client est victime d'un coup monté par son ex-femme. Nous avons des preuves de sa fraude, et nous pensons qu'elle a planqué ces éléments pour se venger de lui avoir dénoncé ses crimes. C'est une théorie intéressante, maître. Pouvez-vous la prouver? Donnez-nous du temps, et oui. Combien de temps? 72 heures. L'agent Collins m'a regardé longuement. Monsieur Morrison, je vous laisse partir sur parole. Mais ne quittez pas la ville. Si vous ne parvenez pas à prouver votre innocence dans les 3 jours, nous déposerons plainte. Ce soir-là, j'étais assis dans mon salon avec Beth et Janie, essayant de trouver comment leur expliquer que leur mère avait essayé d'envoyer leur père en prison. Papa, pourquoi il y avait des voitures de police à ton travail? A demandé Beth. Quelqu'un a fait une sale blague, et maintenant je dois prouver que c'était une blague. C'est maman? J'ai regardé ma fille de 13 ans, cette fille intelligente et consciente qui regardait sa famille s'effondrer depuis des semaines. Je crois que oui, ma chérie. Est-ce qu'elle va revenir? Je ne sais pas. Janie s'est blottie sur mes genoux. Je ne veux pas que maman revienne si elle doit être méchante avec toi. J'ai serré mes filles fort, essayant de ne pas penser que je pourrais aller en prison pour des trucs que je n'ai même pas fait. Samedi matin, Dorothy a appelé pour me donner des nouvelles. J'ai fouillé dans les relevés bancaires. Les dépôts d'espèces? Des faux documents. Quelqu'un a copié ta signature, utilisé de fausses pièces d'identité. On peut le prouver? Peut-être. J'ai demandé à un expert en écriture d'analyser les signatures. Et j'essaie d'obtenir les images de vidéosurveillance des banques. Et les pilules? C'est plus compliqué. Elles étaient planquées dans un avion qui est dans ton hangar depuis 2 mois. Le propriétaire est un homme d'affaires de Dallas, il dit qu'il n'en savait rien. Tu penses qu'il est complice? Je pense qu'il a peur. Les riches n'aiment pas être liés à un trafic de pilules, même s'ils sont innocents. Alors, on fait quoi maintenant? On retrouve Laura et Scott. Ce sont les seuls qui peuvent prouver ton innocence. Dimanche matin, Kevin Walsh a appelé. Jacques, je crois que je sais où est Laura. Où ça? Ma famille a une maison au bord d'un lac, à environ 2 heures d'ici, au nord. Vide depuis des années. Mais je suis passé hier, j'ai vu des traces de pneus fraîches. Pourquoi tu m'aides? Parce que j'ai regardé ses relevés bancaires. Les signatures sont fausses, mais bien imitées. Laura a toujours été douée pour copier l'écriture. Elle falsifiait la signature de notre mère au lycée. Kevin, si elle est là, elle est désespérée. Jacques, les gens désespérés font des choses dangereuses. Tu veux dire que je ne devrais pas y aller? Je dis de ne pas y aller seul. Cet après-midi-là, je suis allé à la maison du lac avec Tommy et Bill. Kevin nous y a rejoints, avec 2 adjoints du shérif qu'il avait appelés en renfort. La maison était une petite cabane au bord d'un lac isolé. Le genre d'endroit où les gens vont disparaître. La voiture de Laura était garée derrière la maison, ainsi que la BMW de Scott. Laura. J'ai crié. Je sais que tu es là. Il faut qu'on parle. La porte d'entrée s'est ouverte lentement. Scott Brennan est sorti, l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Elle n'est pas là, a-t-il dit. Scott, on voit sa voiture. J'ai dit qu'elle n'était pas là. L'adjoint Johnson s'est avancé. Monsieur, nous avons un mandat pour fouiller cette propriété. C'est à ce moment-là que Laura est apparue dans l'encadrement de la porte. Elle était affreuse. Les cheveux en bataille, les vêtements froissés, les yeux sauvages. Bonjour, Jacques, a-t-elle dit. Laura, vous devez venir avec nous.
La DEA veut vous parler des pilules que vous avez planquées dans mon hangar. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Si, vous savez. Tout comme vous savez pour les faux dépôts bancaires et le tuyau anonyme. Elle a ri, mais ce n'était pas drôle. Vous ne pouvez rien prouver. En fait, si. Kevin a trouvé les autres coffres-forts. Ceux où il y a le liquide que tu as détourné. Ceux avec les fausses pièces d'identité que tu as utilisées pour ouvrir ses comptes bancaires. Le visage de Laura est devenu blanc. Kevin, son frère, s'est avancé. Laura, ça va trop loin. Il faut que tu leur dises la vérité. La vérité? Elle a ri de nouveau, plus fort cette fois. La vérité, c'est que Jacques a détruit ma vie, alors j'ai détruit la sienne. Compensation équitable. Toi, tu as essayé de m'envoyer en prison pour trafic de pilules. Tu as essayé de m'envoyer en prison pour fraude parce que c'est toi qui fraudais. Et toi, tu m'as trompé dans ta tête à chaque fois que tu as regardé d'autres femmes. Tu m'as volé à chaque fois que tu as dépensé de l'argent sans demander. Tu m'as agressé à chaque fois que tu as élevé la voix. J'ai fixé cette femme que j'avais aimée autrefois, cette étrangère qui avait partagé mon lit et élevé mes enfants, et j'ai réalisé qu'elle était complètement cinglée. Laura, tu es malade. Tu as besoin d'aide. J'ai besoin de justice, a-t-elle dit. Et si je ne peux pas avoir justice, je me contenterai de la vengeance. C'est à ce moment-là qu'elle a sorti son arme. Personne ne bouge, a-t-elle dit, en la pointant sur moi. Personne n'appelle de renfort. Personne n'essaie de jouer les héros. L'adjoint Johnson a cherché son arme, mais Laura a braqué l'outil sur lui. J'ai dit, personne ne bouge. Scott a reculé, les mains en l'air. Laura, pose cette arme. Ça ne résoudra rien. La ferme, Scott. T'es aussi faible que lui. Elle m'a regardé avec une haine pure. Tu veux connaître la vérité, Jacques? Je ne t'ai jamais aimé. Pas vraiment. Tu étais la sécurité. Tu étais la stabilité. Et je pensais que c'était suffisant. Mais ça ne l'était pas. Ça n'a jamais été suffisant. Laura, pense aux filles. Les filles seront mieux sans toi. Elles comprendront un jour. Que j'ai fait ça pour elles. Tu as fait ça pour toi-même. J'ai fait ça parce que tu ne m'as pas laissé le choix, elle a hurlé. Tu aurais pu juste t'en aller. Tu aurais pu me laisser avoir ce que je voulais. Mais non, il fallait que tu sois le héros. Il fallait que tu ripostes. Je devais protéger ma famille. De quoi? De moi? Je suis leur mère. Tu es une étrangère, ai-je dit doucement. La femme que j'ai épousée n'aurait jamais fait ça. Elle n'aurait jamais fait vivre cet enfer à ses enfants. Pendant une seconde, le visage de Laura s'est fissuré, et j'ai aperçu la femme que j'avais connue autrefois. Puis le masque est revenu. Adieu, Jacques, a-t-elle dit, en levant l'arme. La détonation a été assourdissante dans le petit espace, mais ce n'est pas Laura qui a tiré. L'adjoint Johnson avait dégainé son arme quand elle s'est tournée vers moi. Un tir, en plein centre, et Laura s'est effondrée. Scott hurlait. Kevin appelait une ambulance. Tommy et Bill étaient figés, sous le choc. Je me suis agenouillé à côté de Laura pendant qu'elle mourait. Ses yeux étaient encore pleins de haine, même à la fin. Pourquoi, ai-je murmuré. Mais elle était déjà partie. Épilogue, la vérité. 6 mois plus tard, j'étais assis dans mon bureau au hangar, en train de parcourir les derniers papiers de l'enquête. La DEA avait abandonné toutes les charges contre moi après avoir découvert des preuves que Laura avait engagé quelqu'un pour cacher les pilules. Scott Brennan avait témoigné contre elle en échange de l'immunité, avouant son rôle dans la fraude financière. Les filles allaient mieux. Elles suivaient une thérapie, essayant d'accepter le fait que leur mère avait essayé de détruire leur père et était morte en essayant. Cela prendrait du temps, mais les enfants sont résilients. Beth a frappé à la porte de mon bureau. « Papa, il y a quelqu'un qui veut te voir. » J'ai levé les yeux. Jim Walsh, Mike Patterson et Steve Morrison se tenaient dans mon hangar. Mes vieux amis. Ils avaient l'air mal à l'aise, comme s'ils avaient honte. « Jacques, a dit Jim. On est venu s'excuser. » Pourquoi faire? Pour ne pas t'avoir cru. Pour avoir pris son parti. Pour t'avoir planté quand tu avais besoin de nous. Je me suis adossé à ma chaise, en les observant. Vous avez cru ce que vous vouliez croire.
Laura était belle, charmante. Elle vous disait ce que vous vouliez entendre. Ce n'est pas une excuse, a dit Mike. Non, ce n'en est pas une. Mais c'est la nature humaine. Steve s'est avancé. On espérait, peut-être qu'on pourrait essayer d'être amis à nouveau. J'ai réfléchi à ça pendant une longue minute. 20 ans que je connaissais ces gars. Et quand c'était important, ils ont cru le pire de moi. Je ne crois pas, ai-je finalement dit. Vous avez fait votre choix, Jacques. Vous avez décidé que Laura était plus crédible que moi. Vous avez décidé que j'étais le genre de type qui deviendrait violent et menaçant quand son mariage s'effondrerait. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la fenêtre, en regardant la piste où j'avais reconstruit ma vie. Le truc, c'est que vous n'aviez pas complètement tort. Je suis devenu quelqu'un de différent. Quelqu'un qui riposte quand les gens essaient de le détruire. Quelqu'un qui ne pardonne ni n'oublie quand les gens le trahissent. Je me suis retourné vers eux. Laura a créé un monstre, messieurs. Pas le genre qu'elle prétendait que j'étais, mais le genre dont elle avait réellement besoin que je sois. Je ne suis plus le même type que vous connaissiez il y a 20 ans. Ce type-là était faible. Ce type-là laissait les gens lui marcher dessus. Alors, qu'est-ce que tu es maintenant, a demandé Jim. J'ai souri, mais c'était froid. Je suis le type qui gagne. Ils sont partis sans dire un mot de plus. Ce soir-là, j'ai récupéré les filles à l'école, je les ai emmenées dîner dans leur restaurant préféré. Nous avons parlé de choses normales. Des devoirs, des amis, des projets pour le week-end. Pour la première fois depuis des mois, nous nous sommes sentis à nouveau comme une vraie famille. Au moment de partir, Janie m'a pris la main. Papa, est-ce que tu es heureux maintenant? J'y ai réfléchi. Est-ce que j'étais heureux? Laura était morte. Mon mariage était terminé. J'avais perdu des amis que je connaissais depuis toujours. Mes enfants avaient traversé l'enfer. Mon entreprise avait fait l'objet d'une enquête fédérale. Mais j'étais libre. Libre des mensonges, de la manipulation, de la trahison. Libre de reconstruire ma vie à ma façon. Libre d'enseigner à mes filles que les actes ont des conséquences, et que parfois, il faut se battre pour ce qui est juste. Oui, ma chérie, dis-je. Je suis heureux maintenant. Et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, je le pensais vraiment. Laura a essayé de me détruire, et au lieu de ça, elle s'est détruite elle-même. Elle a essayé de monter mes enfants contre moi, et au lieu de ça, elle leur a montré qui était leur véritable protecteur. Elle a essayé de prendre tout ce pour quoi j'avais travaillé, et au lieu de ça, elle m'a donné la chance de prouver de quoi j'étais réellement fait. Au final, elle m'a fait le plus beau des cadeaux. Savoir que j'étais plus fort que je ne l'aurais jamais cru. Tandis que nous rentrions chez nous dans le crépuscule texan, j'ai repensé au texto que Laura m'avait envoyé cette nuit-là. Tu crois avoir gagné, mais ce n'est pas fini. Elle avait tort. C'était fini. J'avais gagné. Et l'homme qui était ressorti de cette bataille était quelqu'un qui ne laisserait plus jamais personne détruire ce qu'il avait construit. Le mécano avait appris à réparer bien plus que des avions. Il avait appris à réparer sa vie. Jeg håber at Kasper snart vågner, så Nadja og Sepp kan komme ind på serveren og sidde i date. Det kunne være nice. Holstein Cry is free. Jeg skulle lade mig købe den der frysepizza i dag igen, by the way. Så der kommer nok heller ikke noget speedrun i dag. Nadja. Hvem er du? Hvem er du egentlig, Bertram? Det kan jeg sgu godt respektere. Jeg ved heller ikke, hvem Bertram er faktisk. Jeg er her bare. Der er sgu en kat her, men jeg har ikke nogen fisk, så det er sådan lidt whatever. Nå, lad os gå ind og mine noget. Det var Bertram fra Twitch. Det er ikke mig for Power, men arbejder for Jax. Ja. Bertram er ham med Premiere Pro. Hvorfor? Hvem skal timeoutes her? Det forstår jeg ikke helt. Har du valgt, at Jeanette skal timeoutes?
Er du ikke hans gamle roomie? Må man ikke spille musik? Jo, det er klart. Men er du udopstegn skam, altså, forstår du? Er der cave her, eller hvad? Der er vand, det er fint nok. Slap nu af, mand. Fuck, hvorfor er det, jeg ved. Whatever. Jeg skal bruge den her, faktisk. Så jeg skal lige have dig til at droppe. Tak. Og så hvad skal jeg så? Så smider vi sticks. Og så skal vi lige have noget. Frank Sinatra, mand. Hvem fuck er du, mand? Apollo med Milo. Skumfi, jeg ser dig. Jeg ser dig. Lige nu. Gutters, vi mangler altså kun 5 subs for at komme op på 606.7. Jeg siger det bare. Hvad kan jeg smide her, som jeg ikke skal bruge? I guess torches. Jeg spiller alligevel med Fulbright. Husk, der er udråbstegn vote skip på kanalen, hvis man synes, at Trash har sat forfærdeligt musik på. Bare lige sådan, du ved. Ej, hvor tager det lang tid mine under vand? Har det altid gjort det? Hvorfor er jeg ved at drukne? Hallo? Det virker ikke! Mods, hjælp! Hvorfor virker det ikke? Hjælp! Emil, tusind tak for follow, mate. Hvorfor virker det ikke? Can I DM you on Discord? I've got a question. And yes, of course. Hey Emil, why are we speaking England? Emil is pretty Danish name, no? Eller yes. Maybe you are Swedish, eller what? I'm Swedish. Okay, then you can DM me in English, that's fine. Jeg tør sgu ikke være nede i det der vand. Jeg tror, der er en bug, der gør, at jeg dør. Okay, jeg vil gerne ned her. Yes, what's the user? If you can exclamation mark Discord, then I am in there with a light blue color called goat. Godt, du havde vand. Altså, den her sang er jo faktisk unironically fucking god. Men det er lidt Akkusen dør til en blaze her. Jeg er ikke den eneste, der struggler. Ja, vi skriver F her. F to pay respects. No, Emil, I like the Swedish, but I also like to hate on the Swedish. Do you know what I mean? Kæmpe cave, gutters. Hvad skal jeg gøre her, dog? Jeg er jo død. Much more than this. Did it?